Bonjour et bienvenue dans ce nouveau RTL Info 13h sur RTL TVI et Bel RTL. J'espère que vous allez bien. Voici les titres. Une vigilance jaune activée par l'IRM sur tout le pays. Vigilance au vent jusqu'en début de soirée. Les parcs bruxellois sont fermés par précaution. Les pompiers sont en alerte. Nous verrons avec Claire Carozone quand le pic de la tempête est attendu. Nous parlerons de cette opération antidrogue à Liège, opération de terrain, puisque les petits dealers et les consommateurs sont désormais interpellés. Ils reçoivent des amendes en perception immédiate de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros. Nous irons voir ce qui se passe chez vous. À Bruxelles, le MIMA a fermé ses portes. C'était le musée d'art moderne installé à Molenbeek, le long du canal. Il a été victime des chantiers dans le quartier. Faire plus de sport, manger moins, arrêter de fumer ou prendre du temps pour soi, voilà quelques exemples de bonnes résolutions. Pourquoi en prend-on et pourquoi ne les respecte-t-on jamais? Réponse avec notre invité tout à l'heure. Nous jetterons un œil dans le rétro, nous sommes allés fouiller dans nos archives. Cap sur 2007 ce midi où l'on parlait déjà de la galette des rois. Le premier invité de l'année sera Loïc Food Cuisine. L'animateur d'RTL a compilé 75 recettes rapides dans son nouveau livre. Préparer le repas durera moins longtemps que ce journal. Mais alors, commençons par la météo. Stéphane Van Bellingen nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et désormais, on commencera ce journal tout de suite avec vous et la météo. Et on va commencer par cet après-midi. Beaucoup de vent quand même. Exactement, une couleur orange, jaune même, sur tout le pays avec cette vigilance qui concerne l'ensemble des régions. Beaucoup de vent, jusqu'à 85, 90, voire un petit peu plus localement, donc soyez extrêmement prudents. La vigilance devrait s'arrêter vers 18h. Et en plus, on a beaucoup de pluie avec pas mal de précipitations sur l'ensemble du pays. Des maxima qui ont déjà été atteints vers midi, 7 à 12 degrés. 12 degrés dans le centre, mais dans quelques heures, on n'aura plus que 7 degrés puisque c'est de l'air polaire qui va arriver sur tout le pays. Oui, les températures vont rechuter en soirée également. Exactement, avec donc le retour des averses hivernales et de la neige qui tiendra au-dessus de 400 mètres, toujours bien ventilé, avec une nouvelle vigilance à partir de 22h pour la province de Liège et de Luxembourg, avec des routes glissantes et des minima de 0 à 4 degrés. Demain, on garde cette instabilité avec des lignes d'averses qui vont toucher tout le pays, avec par exemple à Ostende 6 degrés, 4 à Uccle, 2 à Soigny et 4 degrés également à Namur et Florenville avec ces conditions hivernales. Et alors, un mot pour illustrer le reste de la semaine, on va dire chahuté. Chahuté et compliqué, avec d'abord pour mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, des éclaircies. Le corollaire de tout cela, c'est quoi? C'est qu'on aura de nouveau des routes glissantes. Ensuite, un temps sec, mercredi en matinée, retour des averses hivernales par la frontière française, avec de la neige qui tiendra en Ardennes, neige qui va s'accumuler dans la nuit de mercredi à jeudi. On attend un beau paquet. Et jeudi matin, des averses hivernales, de la neige en plaine, maximum de 2 à 7 degrés et encore de la neige en Ardennes, donc situation compliquée. Situation compliquée, voilà pour les prévisions. Merci beaucoup Stéphane Van Bellingen. L'information de ce midi, c'est cette intrusion au cabinet du Premier ministre. Un homme armé d'un couteau a essayé d'entrer au 16 rue de la Loi ce matin. Bonjour Loïc Parmentier, vous étiez à quelques mètres des faits. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors effectivement, nous étions juste à côté du 16 rue de la Loi, le bureau du Premier ministre, pour suivre les négociations politiques. Et tout d'un coup, la police militaire nous a demandé de rentrer à l'intérieur de la présidence de la Chambre en nous signalant qu'il y avait une menace. Alors nous sommes restés une dizaine de minutes avant de pouvoir ressortir. Directement après, nous nous sommes rendus devant le bureau du Premier ministre. Il y avait là des forces de police, un véhicule. À l'intérieur, un homme qui criait au complot, renseignement pris. Cet homme a tenté de rentrer à l'intérieur du 16 rue de la Loi, armé d'un couteau. Il a été interpellé par la police militaire, remis ensuite aux forces de police. L'incident n'a fait aucun blessé. Le Premier ministre Alexander De Croo a fait savoir qu'il a été choqué par l'événement, tout en remerciant la police militaire pour son intervention. Loïc, vous étiez sur place parce que vous suivez l'actualité politique du jour. Le formateur se rend chez le roi demain et il lui faut une avancée significative. C'était la demande du roi Philippe. Sera-t-elle, oui ou non, rencontrée ? Bon, en tout cas, c'est bien la volonté de Bart De Wever, le formateur qui a d'ailleurs évoqué les négociations depuis le marché de Noël d'Anvers hier. Pour lui, il est temps de clarifier les choses parce que ça tape sur les nerfs de tout le monde. Tout ce qui est nécessaire pour former un gouvernement est sur la table.
Fin de citation du formateur. Aujourd'hui, en tout cas, depuis 10 heures, les 5 présidents de partis de la coalition Arizona sont réunis ici derrière moi à la présidence de la Chambre. Ils parlent fiscalité. Et ce débat, en fait, peut se résumer en une question. Faut-il de nouvelles taxes ou pas? Le maire et l'ANVA disent non à toute nouvelle taxation. Les centristes et surtout Vorreut, les socialistes flamands, estiment que l'on pourrait, par exemple, taxer les plus-values. Alors, vous le constatez, les discussions seront encore intenses aujourd'hui. Demain, Bardo-Wever se rend chez le roi avec peut-être ces percées significatives. Le formateur qui a déjà annoncé qu'en fonction, il demandera une nouvelle prolongation de sa mission et ce sera, selon lui, la dernière. Merci beaucoup Loïc Parmentier. Voilà pour l'actualité politique ce midi en direct. Revenons maintenant sur cette vigilance jaune au vent dont a parlé tout à l'heure Stéphane Van Bellingen. Vigilance pour toute la journée. Les pompiers sont en alerte depuis ce matin. Bonjour Claire Carozone. Des mesures de prévention ont-elles déjà été prises ? Oui, ici à Bruxelles, tous les parcs et bois sont fermés pour les risques de chute de branchage. Et puis la forêt de Soignes est également interdite au public, au moins jusqu'à 18h, puisque c'est bien cet après-midi que l'on attend le pire de ces intempéries. C'est une perturbation, une nouvelle perturbation qui est en fait arrivée par l'ouest, qui a d'abord frappé la côte aux alentours de midi et qui se répand désormais partout sur le pays. C'est pour ça que toutes les provinces, sans exception, sont en vigilance jaune. Alors pour l'instant, il n'y a pas de gros dégâts à signaler, que ce soit à Liège, Namur, Charleroi, Mons ou Tournai. Toutes les zones de secours nous expliquent avoir eu moins d'une dizaine d'interventions ce matin et toujours pour dégager des voiries ou s'occuper de petites inondations très localisées. Mais c'est donc cet après-midi que l'on attend le pire de ces perturbations avec des rafales de 80 à 90 km/h. Et puis il faudra faire preuve d'une très grosse vigilance. Le 1722 a été activé, ce numéro que vous pouvez contacter pour tout dégât occasionné par les intempéries et qui nécessiterait une intervention non urgente des pompiers. Pour tout ce qui est intervention urgente, c'est toujours évidemment le 112 qui est à privilégier. Et voilà pour cette alerte au vent. Merci beaucoup Claire Carozone. À Liège, la police a mené une vaste opération anti-drogue. Une opération de terrain pour éradiquer les points de deal de la rue du Pont. Elle est toujours en cours. Les consommateurs sont désormais interpellés et mis à l'amende. Vincent Jamoul avec David Muller. À 2 pas de l'hôtel de ville, la rue du Pont est devenue un des principaux lieux de vente de cannabis. En moins d'une minute, vous y trouvez votre petit sachet. Pour enrayer le phénomène, le parquet de Liège, en plus d'arrêter les vendeurs, s'attaque aux clients en leur infligeant une amende immédiate. Quand on est jusque 3 grammes, on a une somme de 25 € à payer. Si on va jusque 10 grammes, c'est 75 €. Et si on est jusque 200 grammes, on est à 200 €. Plusieurs actions de police ont été menées le mois dernier dans la rue. 10 dealers ont été interceptés et 20 clients ont été identifiés. Parmi eux, des étudiants, des pères de famille, des cadres. Tous ont payé pour éviter des poursuites judiciaires. Orlane habite dans la rue. Elle confirme les deals incessants. Ah oui, ils s'en gênent. On voit là ici dans la rue toute la journée, à toute heure, les dealers faire leurs deals, proposer aussi de la drogue à tous les passants de manière tout à fait naturelle. On les voit cacher aussi leurs paquets, nous, ici, depuis l'appartement. Ce genre de commerce a malheureusement l'habitude de se déplacer. Donc, en effet, il y a une volonté, en tout cas, d'être très harcelant par rapport à ces personnes-là. Et donc, notamment dans d'autres quartiers de Liège, cette politique de tolérance zéro est envisagée. En ce début d'année, c'est le quartier de la gare des Guillemins qui sera particulièrement visé. La réaction des autorités italiennes après le témoignage de 6 jeunes Belges diffusé hier sur notre antenne. Ils ont été agressés le soir du Nouvel An. Les jeunes filles ont subi des attouchements sexuels. Dans Sudinfo, les autorités milanaises ont repéré certains auteurs. Elles incitent les Belges à déposer plainte pour que l'enquête puisse progresser. Des excuses jugées historiques. Les parents de Julie Van Espen ont accepté les excuses faites par le ministre Paul Van Tichelt au nom de l'État belge. Un jugement a reconnu que l'État belge était responsable du viol et du meurtre de Julie Van Espen. L'auteur des faits aurait dû être en prison en 2019, mais il ne l'était pas pour des questions d'arriérés judiciaires. En Allemagne, une 6e personne est décédée après l'attentat du 20 décembre sur le marché de Noël de Magdebourg. Une femme de 52 ans décédée des suites de ses blessures. L'auteur est un médecin saoudien de 50 ans. La justice essaie toujours
d'éclaircir ses motivations. Un témoignage pour suivre, celui de Plantu, caricaturiste et dessinateur de presse. Il était l'invité de 7h50 ce matin sur Bel RTL. Plantu est revenu sur l'attentat contre Charlie Hebdo il y a 10 ans à Paris. Il estime que le problème est lié aux réseaux sociaux plus qu'à l'islam. Écoutez. Je pense que le lien de tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, je reviens encore au dessin de 2005 dans le Jyllands-Posten, ce n'est que 6 mois après, en 2006, qu'il y a eu la polémique. Et pourquoi il y a eu la polémique? Parce qu'il y a eu des fondamentalistes en Égypte, en Jordanie, qui ont fait monter la sauce en disant « Ah oui, mais ils ont fait ça. » Et c'est comme ça que, de plus en plus, nos libertés sont sous le feu des projecteurs des réseaux sociaux. Donc c'est les réseaux sociaux qui sont un accélérateur finalement de polémique et qui gonfle de accélérateur de haine. De haine. Donc quoi, vous y êtes sur les réseaux sociaux, vous, Plantu? Moi, alors j'ai mis un pied dans la porte parce que je voulais comprendre jusqu'où ça pouvait aller. Et j'ai compris que malgré les grands défauts pas très tolérants des réseaux sociaux, en fait on arrive, parce que je finis par comprendre comment ça fonctionne. Et quand je comprends à quel point il y a des fois un regard mal intentionné, je l'imagine dans ma tête, je me dis « Ah oui, d'accord. » Donc je change rien à mon dessin, mais je change un tout petit détail qui fait que je ne tomberai pas sous une attaque de haine qui peut s'organiser. Donc il y a moyen de dompter les réseaux sociaux, alors peut-être, entre guillemets. Je n'irai pas jusque-là parce qu'ils sont quand même plus haineux que positifs. Toujours en France, le procès de Nicolas Sarkozy a commencé ce matin à Paris. L'ancien président français est jugé pour financement illégal de campagne électorale. Sa campagne pour la présidentielle de 2007 aurait été financée par le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Le procès devrait durer 4 mois. Nicolas Sarkozy risque jusqu'à 10 ans de prison. Un mot de cinéma avec la soirée des Golden Globes, répétition générale avant les Oscars et 3 vainqueurs. Le film Le Brutaliste, mais également Emilia Pérez du français Jacques Audiard, qui est une coproduction belge, et Demi Moore, la comédienne de 62 ans qui prend ce prix comme une renaissance. Michael Menten, Audrey Michotte. And the Golden Globe goes to Emilia Pérez. C'est le film sensation des Golden Globes cette année. La coproduction belge Emilia Pérez remporte 4 trophées, dont celui de meilleure comédie musicale et de meilleur film étranger. L'actrice espagnole transgenre Carla Sofia Gascon prend la parole. Élevez votre voix et dites-vous « Je suis qui je suis », pas celle que l'on veut que je sois. Autre triomphe, De Brutaliste remporte le tiercé gagnant de meilleur film, réalisateur et acteur. Des récompenses majeures qui renforcent sa position de grand favori pour les Oscars dans 2 mois. Le comédien Adrien Brody n'a pu retenir ses larmes. À ma maman et à mon papa qui sont là ce soir. Je rends souvent hommage à ma mère pour son influence sur moi en tant qu'artiste, mais papa, tu es le fondement de cette famille et tout cet amour que je reçois te revient. L'émotion aussi pour Demi Moore. L'actrice décroche son premier prix dans The Substance, après 45 ans de carrière. Il y a 30 ans, un producteur m'a dit que j'étais une actrice popcorn. À l'époque, je me suis donc dit que je n'étais pas autorisée à recevoir ce genre de prix. À 62 ans, l'immense sex-symbole des années 90 retrouve son statut d'icône du grand écran. Que se passe-t-il chez vous? Chaque midi, nous allons mettre l'accent sur l'actualité de votre région avec des initiatives, des portraits aussi. Nous allons à Bruxelles pour commencer. Le musée d'art moderne ferme ses portes définitivement. Il était basé à Molenbeek, le long du canal. Mais la crise du Covid et des chantiers dans le quartier l'ont obligé à arrêter ses activités. Reportage de Nina D'autrebande. Il était devenu un incontournable de Molenbeek, trônant sur le quai du Hainaut. Mais c'est malheureusement cet emplacement qui a causé sa perte. Le musée d'art contemporain MIMA ferme ses portes.
Au mois de juillet, le quai du Hainaut était fermé pour des raisons de stabilité. Et comme tous les commerces qui voient des travaux devant leur maison, eh bien, l'affluence a diminué drastiquement. Les réparations du quai ne sont pas prévues avant 4-5 ans. Enfin, c'est très très long et très incertain. Des travaux essentiels mais qui empêchent la circulation routière. Le MIMA a ainsi vu sa fréquentation baisser de 50%. Une perte énorme alors que la majeure partie de son financement est basée sur la vente de tickets. L'exposition Multitude, la 17e proposée par le musée, est donc aussi la dernière. Très dommage que la musée allait se fermer. Je me suis dit, je dois vraiment y aller. Je suis scandalisée, je ne comprends pas qu'on ne trouve pas des fonds quelque part, d'autant que c'est tout un quartier qui est de plus en plus revalorisé. Et donc ce musée a sa place ici. Pour moi, c'est un musée qui casse les codes aussi. Un musée ludique et qui détonne. Lors de son installation dans l'ancienne brasserie Bellevue en 2016, le MIMA est une promesse d'art accessible et de vie culturelle renouvelée pour le quartier. Nous sommes venus à l'expo Local Heroes où ils proposaient des ateliers de boxe. Ma mère, qui a 70 ans, était sur le ring de boxe. À chaque fois, il y avait de chouettes idées ici et ça va nous manquer. C'est des expositions que les enfants aimaient bien. Il y avait entre autres l'exposition Popcorn qui les avait beaucoup marqués. En 9 ans d'existence, le musée aura accueilli plus de 400 000 visiteurs, des dizaines d'ateliers mais aussi des concerts. Une institution culturelle qui n'a pour l'instant pas de perspective d'avenir. Un nouveau lieu pourrait être la solution mais il n'a à ce jour pas été trouvé. Toujours à Bruxelles, un accident entre un bus et un tram a fait 7 blessés hier après-midi, les 2 conducteurs et 5 passagers. La collision a eu lieu au croisement entre la rue Royale et la rue de Louvain. Le tram a déraillé, vous nous l'avez communiqué via le bouton orange « Alertez-nous ». Nous vous avions parlé ce week-end de la tirelire télévie de la jeune Chiara qui avait été volée à Oudin. La jeune fille de 10 ans se bat contre une leucémie et sa tirelire avait été volée dans une friterie. L'auteur des faits a été retrouvé, un SDF drogué. Sa maman témoigne, elle se sent démunie face à la situation de son fils. Allons maintenant à Sprimont, à la rencontre d'une éleveuse d'alpagas. Karine a commencé cet élevage il y a une dizaine d'années. Elle utilise la laine de ces animaux pour produire des accessoires de mode. Une rencontre signée Lise Cassotte. Allez, venez. Karine Radermaker rappelle ces alpagas qui sont dans sa prairie. Elle a acheté ses 2 premières bêtes il y a une dizaine d'années, mais au départ, elle ne voulait pas spécialement faire un élevage. On s'est pris de passion pour les animaux et petit à petit, l'élevage a grandi sans investir vraiment. On a fait grandir notre élevage juste au fur et à mesure des années avec les naissances. Elle a aujourd'hui un troupeau de 24 alpagas, 18 femelles et 6 mâles. Alors petit à petit, elle a accumulé de la laine. Au fur et à mesure des années, parce que l'alpaga doit être tondu chaque année, les toisons se sont un peu accumulées. Je me suis dit, on va en profiter. Elle a décidé de filer sa propre laine, mais ça prend du temps, 3 à 4 heures de travail par pelote. Elle envoie donc une grande partie de ses toisons dans des micro-filatures. Une fois la laine reçue, elle la transforme en bonnet ou en écharpe notamment. Ça, c'est aussi ce que je fais avec le second choix, donc les parties moins belles de l'alpaga. Ce sont des boules qu'on met dans le sèche-linge. Moi, elles restent dans mon sèche-linge en permanence. Elles aident à aérer le linge pour qu'il sèche plus vite et elles absorbent un petit peu l'humidité aussi. Elle vend tous ses produits sur une boutique en ligne et cette période hivernale est évidemment propice pour ses ventes. Les 2 mois d'hiver, novembre et décembre, ce sont les gros mois où on vend. Le reste de l'année, c'est beaucoup plus anecdotique. Ça reste une activité complémentaire, un travail artisanal. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas fait nécessairement pour gagner sa vie, c'est fait plus pour valoriser ce petit trésor qu'est la toison de l'alpaga. Sur sa boutique, il y a tous les prix, comptez une dizaine d'euros pour une pelote et jusqu'à 70 pour une écharpe. 2 questions que je vous pose à présent. Avez-vous pris de bonnes résolutions pour 2025 et aviez-vous respecté celles de l'année passée ? Bonjour Caroline De Puyt. Bonjour. Vous êtes psychiatre. On va s'intéresser aux bonnes résolutions avec vous. C'est vrai que tous les ans, on fait sa petite liste de choses qu'on a envie de faire et qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de faire l'année d'avant. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Pourquoi est-ce qu'on décide de faire ça
maintenant, là? Eh bien, en fait, il y a un effet qu'on appelle le Fresh Start Effect, avec l'accent. Donc, ça s'appelle l'effet de renouveau. C'est un effet psychologique qui fait qu'au moment de changements, qui sont des changements soit individuels, on prend un nouveau job, ou des changements collectifs, comme la nouvelle année, on se pose, on prend un petit temps et on essaye de mettre en place des objectifs de modification pour l'année qui vient. Et ça, en fait, c'est une façon d'essayer de reprendre un peu de contrôle, finalement, sur son avenir, et puis d'anticiper positivement des éventuels changements qui vont être là pour nos comportements ou pour nos habitudes. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça, finalement? Ça a l'air d'être assez humain et ça donne un petit coup de motivation, quand même. Alors, c'est ça l'idée, c'est de nous motiver. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? On peut le voir dans est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas, finalement. Si c'était une bonne chose, est-ce que ces résolutions tiendraient plus que les 3 semaines habituelles? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les tenir, justement? Ouais, alors, la grande question à 1 million d'euros. Moi, je pense que les résolutions qu'on prend sont généralement complètement démesurées, irréalistes, et surtout, elles sont motivées par la culpabilité. En fait, elles répondent et elles témoignent de ce que j'appelle les injonctions internalisées. Alors, les injonctions, on les reconnaît assez rapidement. Hein. Il faut que je perde 10 kilos, je dois reprendre le sport. Et ça montre la pression sociale dans laquelle on est, qui est quand même, on est dans une société qui est dans la performance, dans le culte de la performance, du bien-être, du développement, on doit tout bien faire. Et finalement, c'est assez culpabilisant parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à être à la hauteur de ces fameuses injonctions. Et donc, on essaye, on tente. Vous savez, cette phrase « je veux devenir la meilleure version de moi-même ». Oui, je vois, oui. Moi, je trouve ça horrible. Au secours, quoi. Mais pourquoi? Mais on peut s'améliorer quand même. On peut essayer de trouver des petites touches pour faire les choses mieux ou pour faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Enfin voilà, il y a quand même moyen de s'améliorer un peu, non? C'est tout l'enjeu, je trouve, en même temps, comment est-ce qu'on peut pas se lancer dans une amélioration qui est totalement hors propos et qui va juste en fait être contre-productive, parce que si je dois être en compétition avec moi-même pour essayer d'être toujours mieux, ça veut dire que je suis pas assez. Comme je suis là, en fait, je suis pas bien, je suis manquante, je suis en faille et je dois essayer d'aller mieux. Par contre, à partir de là, à partir d'une posture et d'une position qui est peut-être un peu plus douce vis-à-vis de soi-même, je pense qu'à ce moment-là, on peut essayer de mettre en place des petits ajustements. C'est la question que j'allais vous poser. Allez, le classique. Je vais passer moins de temps sur les écrans. Résolution 2025. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. On remplacerait par quelque chose de plus comment dire ça, nuancé? Un peu plus précis ou un peu plus mesuré. Pourquoi est-ce que vous voulez passer moins de temps sur vos écrans? Moi, j'ai envie de passer moins de temps sur mes écrans parce que j'ai envie d'être plus en famille, de plus partager du temps en réel. Eh bien, je vais alors prendre la décision de plus utiliser mon GSM pendant les repas de famille. Mais vraiment, d'être l'exemple de ça. C'est-à-dire, je vais plus le mettre ni dans ma poche, je vais le mettre en dehors et on va parler. Ou je vais prendre la décision d'essayer d'une fois par semaine de faire un jeu de société avec mes enfants, de leur proposer, j'espère qu'ils diront oui, pour justement prendre un temps ensemble. Et donc, je vais essayer de filtrer un peu cette espèce de « je me déconnecte des écrans » vers quelque chose qui est un peu plus mesuré et qui est en accord avec ce que moi je souhaite et ce qui me fera du bien et qui me mettra en joie, finalement. Je vais perdre du poids, ça c'est le grand classique, évidemment. Mais on ne va pas dire que je vais perdre 10 kilos en 2 mois, c'est intenable. On n'a pas réussi à le faire l'année passée, de toute façon. Donc si on ne l'a pas réussi, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux me sentir mieux dans mon corps? Est-ce que je veux mieux répondre aux critères de la société? Si c'est le cas, est-ce que vraiment je dois perdre du poids cette année? Est-ce que ce n'est pas irréaliste? Est-ce que je peux, cette année, prendre la résolution de justement m'accepter moi-même? Ou bien est-ce que je pourrais voir ce qui se passe dans mon alimentation. Est-ce que mon alimentation est équilibrée? Est-ce que je pourrais, je sais pas moi, rajouter un peu de crudité avant les repas? Ça me donne des fibres, ça peut peut-être apporter un peu de satiété, c'est bon pour la santé, ça me donne des vitamines, on en a besoin des vitamines avec le manque de soleil. Et donc c'est de nouveau d'essayer de voir qu'est-ce qui moi me fait du bien, qu'est-ce qui se passe et comment je peux l'améliorer un petit peu, et pas je vais perdre 1 kilo en 2 mois. Des choses plus précises. Vous avez pris des bonnes résolutions, vous, très concrètement, en 2 mots? Alors, moi, j'ai l'idée, je voudrais prendre plus de temps pour moi. Ouais. Et donc, ça c'est vaste. Hein. Et donc, 2 fois par mois, pendant 2 heures, peut-être le vendredi après-midi, je trouve que c'est un bon moment, de tenter des petites solutions bien-être. Donc, un massage ou un bain sonore, quelque chose qui... Une fois par mois, 2 heures, c'est réaliste. 2 fois par mois. 2 fois par mois. Vous m'en notez déjà un. Évidemment, le rendez-vous est pris fin de l'année pour voir si vous avez respecté. Merci beaucoup, Caroline Depeille, d'avoir été avec nous ce midi. Chaque midi, nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur et revoir un reportage tourné il y a plusieurs années. Ce midi, nous retournons le 6 janvier 2007. Nous allons suivre la préparation de la galette des rois,
qui provoquait déjà la file dans les boulangeries. L'occasion de retrouver d'anciennes voix d'RTL, l'archive du jour, Frédéric Matriche et Marc Évrard. Ils ont travaillé jusqu'à 22h hier. Ils sont levés depuis 2h ce matin. Dans la galette, le plus important pour moi, c'est le beurre, quoi. Donc un bon beurre de laiterie, un beurre de ferme, pour moi, c'est le meilleur, quoi. Puis alors, il faut laisser le temps au temps. Chez cet artisan pâtissier, 2 possibilités, une galette nature ou à la pomme. Dans celle-ci, des fèves Donald Duck. Pas le temps de se remettre des fêtes de fin d'année qu'il faut à nouveau carburer. Sur la semaine, je pense que je vais en produire entre 1000 et 1200. Et le plus gros jour, donc c'est aujourd'hui, samedi 6. Et là, on va en vendre entre 6 et 700. Monsieur dans l'atelier, madame, un étage plus bas dans le magasin. On y fait la file depuis ce matin. La galette des rois reste une tradition bien ancrée. Ça reste vraiment une coutume indémodable. Voilà, madame. Ensuite, faudra-t-il autre chose? L'épiphanie, une fête chrétienne qui célèbre la présentation de Jésus au roi mage. Tradition qui veut que le plus jeune se cache sous la table pour désigner les parts de la galette. Alors, si c'est lui qui a la fête, je vais être un gage. C'est-à-dire, expliquez-moi. Et si c'est moi qui a la fève, alors là, c'est lui qui aura le gage. Le gage, c'est quoi alors? Ah, mais ça, je ne vous le dis pas. Parce que les enfants adorent et alors, quand ils tombent sur la fève, ils sont tout joyeux et de recevoir la couronne en même temps. Celui qui a la fève est élevé au rang de roi. Il peut ensuite choisir celle qui deviendra sa reine du jour. Retour en 2025, c'est bien fait pour moi. Mon invité ce midi nous fait aimer la cuisine. Il publie un livre de recettes express. Loïc Vanip, Loïc Food Cuisine, nous a rejoint. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. On parlait de la galette des rois là. Vous aimez la galette? Vous en faites? Racontez-nous. C'est mon gâteau préféré et d'ailleurs j'aimerais demander au boulanger de la faire toute l'année parce que voilà, moi j'adore ça, je trouve ça délicieux et j'en ai fait une il y a pas longtemps. C'est ma dernière vidéo sur Instagram, la galette des rois, ma version. Mais c'est facile à faire maison parce que ça prend du temps de faire la pâte feuilletée quand même. J'ai pas fait le feuilletage moi-même parce que ça c'est assez compliqué. Ça je laisse au boulanger très compétent. Moi j'ai travaillé avec une pâte feuilletée déjà faite, mais voilà, la farce est très chouette à faire et j'ai utilisé aussi de la confiture de framboise de ma maman pour apporter peut-être autre chose cette fois-ci. Touche un peu acidulé, voilà. C'est pas mal du tout ça, mais voilà, une nouvelle recette qui n'est pas dans votre livre. Non. Ce livre s'appelle 31 minutes de folie en cuisine. Alors 31, c'est vrai que il y a 75 recettes, vous nous dites, je vous promets qu'en 31 minutes max, vous allez les réaliser. Et 31, pour vous, c'est un chiffre particulier. Oui, j'ai fêté mes 31 ans en 2024, pas en 2025. Et voilà, je me suis dit, des recettes aux alentours d'une demi-heure, ça plaît beaucoup aux gens. Et pourquoi pas appeler ce livre 31 minutes au lieu de 30 minutes. Oui, voilà, donc, comme ça, vous avez une petite minute de rat. Parce que justement, il y a notamment le risotto. Oui. Alors, 31 minutes, le risotto, là, franchement, allez. Là, vous m'avez sorti une des recettes un peu plus complexe. C'est la plus touchy. C'est faisable, mais il faut être bien organisé quand même. C'est faisable. Il faut aussi savoir que moi, j'ai une découpe assez rapide, j'ai du bon matériel, ça va assez vite. Donc, si chez vous à la maison, ça prend 34 minutes, veuillez ne pas m'assassiner. Je vous promets que c'est moi qui ai tout cuisiné dans le livre et on a réellement fait avec le chrono. Oui, mais je vous ai pris avec le risotto, mais la majorité des autres recettes, on sent que ça va vite, on comprend comment ça va aller vite. Pas de marinade, pas de fermentation, pas de cuisson longue. Non. On peut bien manger, profiter, sans se casser la tête en cuisine. Bien évidemment. Ça fait 6 ans que je fais food cuisine et j'essaye de prouver ça. Non, mais réellement, avec peu d'ingrédients qu'on trouve vraiment partout, même à petit budget, on peut faire vraiment de très très bonnes choses. On connaît les classiques, mais cuisiner de saison, ça fait vraiment beaucoup. Et voilà, sans trop se prendre la tête. Et je pense que les recettes que j'ai mises dans le livre sont assez correctes dans le concept. Oui, correct et facile. À mon avis, vont plaire à la famille. Elle est orecchiette à la pancetta, par exemple. Il faut nous expliquer en quelques mots comment vous faites ça rapidement. Alors les orecchiette, donc c'est déjà des toutes petites pâtes, donc ça cuit en général un tout petit peu plus rapidement. Voilà. Ici, c'est une recette plutôt de printemps vu que on utilise des asperges évidemment. Si maintenant les gens veulent faire cette recette, je dirais maintenant au mois de janvier, peut-être utiliser des petits haricots surgelés au lieu d'asperges parce que c'est pas la saison. Mais c'est juste un peu de pancetta, de bons oignons, beaucoup d'ail. Si vous regardez Food Cuisine, vous le savez, un peu d'huile d'olive et juste c'est simple, c'est très simple.
mais tout le monde aime, réellement. Et c'est gourmand. Il y a, par contre, les linguine al vongole, alors quand on voit le plat sur la carte au resto italien, on se dit ça donne envie. À faire chez soi, c'est facile ou pas? Franchement, c'est une des recettes les plus simples. Il y a très très peu d'ingrédients. Et là, justement, la qualité des ingrédients prime. Donc, si vous avez l'opportunité financière et aussi en déplacement d'aller chez un poissonnier, allez chercher ces petits coquillages juste délicieux. Un bête paquet de pâtes, linguiné, pâtes sèches, un peu de persil, de l'huile d'olive, du citron, de l'ail, et on est bon, quoi. Donc c'est vraiment très 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 simple. Et quand c'est bien fait, c'est vachement bon. Ouais, évidemment, c'est souvent ce qu'on dit. Vous mélangez aussi de la pulpe de tomate avec l'eau des pâtes. J'ai vu ça dans une de vos recettes. Sacrilège. Mais non, expliquez, parce que là, je me suis dit, ok, j'imagine le concept. Et donc quoi? Donc l'eau des pâtes, vous mettez l'eau à bouillir et vous mettez de la pulpe de tomate à ce moment-là? Par exemple, c'est faisable comme ça, mais on travaille surtout souvent dans ce qu'on appelle le concept anglais, le one pot pasta, où on prend justement une casserole, un vaisseau de cuisson, on cuit tout immédiatement. La pâte séchée, c'est comme une éponge, elle va absorber les saveurs qui se trouvent dans laquelle elle se trouve, et du coup, si on parfume déjà l'eau avec un petit cube de bouillon, avec un petit peu de tomate, éventuellement un petit peu d'ail. Du coup, toutes ces saveurs vont rentrer dans la pâte et on aura une pâte parfumée de l'intérieur. Et quand on va après passer la passoire, les pâtes à la passoire, il va rester un peu de bout de tomate, un petit peu, ou elles vont être absorbées? En général, ce type de pâte, on fait ça généralement pour justement garder tout le liquide de cuisson à la fin. Donc on n'égoutte pas les pâtes. Ok, on n'égoutte pas les pâtes. Comme ça, vous avez répondu à cette question. Recette de pâtes, recette de viande, de poisson, des desserts. Oui. Recette veggie aussi. Les aubergines à la libanaise. Ça, c'est top, ça. Mais là, il y a un petit secret. Ouais, allez. Parce que pour l'aubergine, en général, ça prend un peu plus de temps de cuisson. Quand on met l'aubergine au four, par exemple, ça prend quand même déjà 20-25 minutes. Et le four doit être déjà préchauffé. Bref, c'est pas faisable en 31 minutes. Sauf si on utilise le micro-ondes. Le micro-ondes, un vaisseau de cuisson très très intéressant, vu que ça va juste agiter les molécules d'eau, ce qui va cuire l'aubergine je crois qu'en 7-8 minutes à 900 watts, elle est totalement cuite. Puis il faut juste l'éplucher, la paner et la frire. Donc cette recette, elle est aussi un peu plus longue. Mais les aubergines au micro-ondes, c'est vrai que c'est pas mal. Pour l'après-cuire. Hein, pour l'après-cuire, voilà. Ça va. Un cake en 31 minutes, là j'ai compris, si j'ai bien compris, que la technique, c'est des petits moules, en fait. Voilà, exactement. Donc un cake, un 4/4, ça prend 40-45 minutes de cuisson, parce que voilà, il y a une grosse masse, tout doit chauffer, c'est très logique, c'est de la physique. Mais ici, vu qu'on va utiliser des petits récipients, il y a beaucoup moins de masse, et le four va beaucoup plus facilement pouvoir chauffer cette petite masse, et donc on va avoir un cake qui va cuire 15, maximum 20 minutes au lieu de 45. 75 recettes dans votre bouquin. J'ai lu que vous proposez aux gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux de vous envoyer des idées. Oui. Et vous les utilisez parfois ou vous les retravaillez? Oui, surtout pour l'émission, parce que voilà, là, on passe bientôt le cap de 700 recettes dans Food Cuisine. Et du coup, à la longue, j'ai déjà fait des spaghettis bolognaises, j'ai déjà fait des pâtes courtes à la bolognaise, mais de temps en temps, je me dis, peut-être que je devrais avoir un peu plus d'inspiration externe. Et du coup, je demande aux gens sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les émissions, s'ils veulent une recette en particulier. Et qu'est-ce qui vous impressionne, vous, encore, quand vous allez au resto? De tout, beaucoup de choses, oui. Profite autant d'un bon durum samouraï blanche, sauce à l'ail, samouraï frites dedans, ça c'est top, salade tout sauf maïs. Mais autant aller manger un bon repas gastronomique, que ce soit chez nous en Belgique, parce qu'on a de restaurateurs juste fantastiques, que ce soit une bonne tomate de la serre de ma maman, que ce soit vraiment des trucs basiques, ça j'aime beaucoup aussi. Donc c'est vraiment le tout, en fait, toute la panoplie. Toute la panoplie. Et quand vous allez manger chez des amis, je me suis dit, si je dois recevoir Loïc chez moi, je vais me dire, là, il faut que je place la barre très très haut, il faut que je mette les petits plats dans les grands. Comment ça se passe franchement, dans la vraie vie? Franchement, en général, c'est moi qui fais à manger. Non, mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais chez des potes ou en famille, je me retrouve en mode téléportation. Une fois, je suis en cuisine. Et voilà, du coup, c'est souvent moi qui aide à mettre la main à la pâte. Mais si vous m'invitez, une bonne petite boulette de sauce tomate, un peu de purée. Et c'est réglé. Ah voilà. Oui. Ça, et en plus, ou alors je prends une recette de votre livre, comme ça en plus je vais mettre moins de 31 minutes pour le préparer. Par exemple. Sera encore mieux. Merci beaucoup Loïc. Je rappelle le titre de ce livre, 31 minutes de folie en cuisine. On vous retrouve tous les samedis et dimanches à 18h10 sur RTL TVI pour de nouvelles recettes Loïc Food Cuisine. Merci d'être venu. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonne année, bonne continuation et vous revenez quand vous voulez, évidemment. Merci.
C'est la fin de ce RTL Info 13h. Merci pour votre fidélité. Les prévisions météo de la semaine dans une seconde avec Stéphane Van Bellingen. L'information revient à 19h avec Caroline Fontenoy. Bel après-midi. À demain, 12h55. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.